Bonjour à vous tous. Je remercie M. Freddy Mulumba et toute son équipe pour avoir organisé et pour d'ailleurs continuer à organiser ces forums, ces rencontres ici à Fatima pour nous éclairer, nous instruire. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que mon temps est tellement limité ici. Je voudrais simplement relever 3 petites choses importantes. Mais avant de vous les annoncer, nous devons savoir que dans la culture africaine, il n'y a pas de science indépendante de la spiritualité, donc du sacré. Ça, c'est dans notre culture depuis l'Égypte pharaonique. Vous ne trouvez pas une science développée indépendante du sacré, indépendante de la spiritualité. Le deuxième paradigme que je voulais avancer, c'est que toute science est un subséquent du modèle culturel. Aucune science ne peut se développer sans être intégrée dans un environnement donné. Et donc, j'ai retenu de cette conférence, particulièrement pour le président de la République, à qui je rends hommage ici, et je salue son élévation, son ascension plutôt, comme président de l'Union africaine. Il y a 2 concepts majeurs que le président a énoncés. Le premier concept, c'est l'union sacrée. Tout à l'heure, je viens de vous dire, il n'y a pas de science indépendante du sacré. Donc, c'est quoi l'union sacrée? Deuxième élément que j'ai retenu, c'est le peuple d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par peuple? Et le troisième élément, je l'ai entendu également ici, c'est que, de madame, il ne faudrait pas que ce soit une parodie de gouvernance de l'Union africaine par les Congolais. Il faut que ce soit un véritable lancement, une véritable renaissance de l'Afrique à partir du cœur de l'Afrique qui est le Congo, notre pays. Le sacré dont a parlé le président de la République suppose et impose à chacun de nous d'avoir une conscience historique. Et la conscience historique, c'est la référence à nos ancêtres. Il n'y a pas de sacré en Afrique sans les ancêtres. Et donc, quand il dit union sacrée, moi j'ai compris l'unité des vivants et de ceux qui sont déjà partis. L'unité entre ceux qui sont vivants et ceux qui sont dans le Kalunga, c'est-à-dire dans l'Afrique de la terre, la mer Terre. Et donc, si vous occultez cette relation-là, vous n'avez plus d'union sacrée, vous n'avez plus le terme sacré, parce que vous avez évacué vos ancêtres. Or, les ancêtres, c'est l'ADN de chacun de nous. Ils sont dans chacun de nous. Et cet ADN ne peut jamais, aucunement, être évacué par n'importe quelle volonté. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est le peuple d'abord. Le peuple, le concept de peuple n'est pas le concept de la population. La population, c'est un dénombrement sur une surface donnée des gens qui y habitent. Et ces gens forment une population. Mais le concept de peuple appelle nécessairement une prise de conscience. C'est un état de conscience de cette population pour s'unir d'abord. Et c'est là où on forme le peuple. Or, l'unité ne peut se faire que par rapport à l'amour, par rapport à la solidarité, par rapport à toutes ces valeurs, l'harmonie, etc. Toutes ces valeurs que l'Afrique exalte. Dans toute civilisation, vous trouvez les mêmes valeurs, mais la différence, c'est qu'en Afrique et dans la tradition, dans la culture africaine, nous exaltons l'amour, la solidarité, la justice, l'harmonie. Voilà les valeurs
qui sont exaltés dans notre propre culture. Et donc, quand on forme un peuple, on dit peuple congolais, il faut comprendre qu'il y a là une conscience élevée vers l'amour. Parce qu'on ne peut pas former un peuple sans l'amour. Et lorsque l'amour est là, c'est que ce peuple crée en lui-même une unité. Or, cette unité n'est autre chose, comme on dit en bon français, l'égrégore. Donc, une entité supérieure. C'est ça qui fonde le peuple. Est-ce que le Congolais est capable de créer cette entité qui transcende toutes les autres entités qui sont venues de l'extérieur? Voilà les questions, voilà le questionnement, la problématique culturelle qui est posée. Et alors, je relève simplement ici quelques éléments de réflexion. Le troisième élément que j'ai pu relever au cours de cette rencontre, c'est qu'est-ce que le président va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va laisser dans un an? D'ailleurs, il n'en a plus pour un an. Il reste pratiquement 10 mois. Ah bon, disons d'ici février prochain, 11 mois. Il y a 3 choses. Nous passons dans l'action, comme disait Mvuluzi, n'est-ce pas, Fumukimbango, Bolingo, Mibeko, Misala. Si vous oubliez cela, vous êtes en dehors de la renaissance de l'Afrique. L'Afrique ne peut renaître qu'en connexion, qu'en reliance avec ses ancêtres. Ça, c'est un. Et la reliance avec les ancêtres intime l'ordre, en quelque sorte, à tout Africain d'avoir le bolingo, de kotosa mibeko et d'avoir du travail. Vous avez demandé ce que fera le président. Eh bien, c'est ça son programme en réalité. Il doit créer des conditions d'amour, d'aimer l'Afrique. Créer les conditions pour que les Africains aiment l'Afrique. Créer les conditions pour que les Africains respectent les lois, se respectent eux-mêmes d'abord. Et alors, ils respecteront les lois. Créer les conditions pour qu'il y ait du travail en Afrique. Et le Congo doit être le moteur de ces éléments-là, de ces paradigmes. Il faut l'appliquer dans notre pays. Vous ne pouvez pas demander aux autres ce que vous n'êtes pas capable de mettre en place chez vous. Enfin, pour que le peuple puisse s'accaparer, puisqu'il est dit qu'il faut ramener l'Afrique au niveau du peuple, excusez-moi, eh bien, pour moi, l'action portera sur 3 petites choses. Mais que je résume en un mot, la mobilité. La mobilité. La mobilité qui commence par les routes, bien sûr, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des routes pour que nous puissions communiquer avec Brazzaville, avec l'Angola, avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la République centrafricaine, etc. Il faut de la mobilité, sans laquelle les Africains ne se connaîtront jamais. Ils seront en autarcie, ils vivront en autarcie et ils ne se connaîtront pas. Une deuxième composante de la mobilité, c'est naturellement l'électricité. Pourquoi je parle de la mobilité de l'électricité? Mais c'est le transport, n'oubliez jamais. Il faut transporter l'électricité. Il a parlé d'Inga, n'est-ce pas? Eh bien, comment va-t-il faire si Inga ne transporte pas, il ne crée pas les conditions de mobilité de l'électricité dans nos villages d'abord et ensuite dans les pays voisins? Troisième élément de la mobilité, c'est l'eau. C'est l'eau. Il doit transporter l'eau dans les tuyaux de Lemba jusqu'à Kimbanseke, de Lemba jusqu'à Ngaba, Selembao, un peu partout. Il faut de la mobilité. Et donc nous ne devons pas rester figés dans nos vieux concepts. Il faut alors, professeur Kamala, déconstruire
tous ces concepts surannés, les déconstruire, parce que l'Afrique ne peut renaître que des cendres de ces vieilles histoires que nous aurons brûlées et consumées, pour les transmuter. Alors le terme, pour nous, culturel, ce ne sera pas la révolution. La révolution est une vision extérieure que nous appelons exocentrique. Il nous faut un autre concept propre aux Africains et non pas celui de Karl Marx ni de Lénine. Il nous faut de la transmutation. Il faut de la transfiguration. Comme Jésus qui s'est transfiguré. Mais il s'est transfiguré comment? C'est parce qu'il a rencontré ses ancêtres, Élie et Moïse. Si vous, Africains, vous ne voulez pas rencontrer vos ancêtres, vous les considérez comme des sorciers, vous ne serez jamais transfigurés et vous ne ferez pas cette union, cette unité de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup à professeur Massonsa. Je vais d'abord profiter pour remercier le professeur Massonsa pour nous avoir remis sur un éclairage très important qui m'a toujours fasciné dans ce pays qui est le mien, où je ne vis pas, mais je viens y travailler. C'est la notion de l'ancêtre. En 2006, j'ai eu assez de temps devant moi pour pouvoir venir ici quand cela a été possible et rencontrer des jeunes, surtout qui s'est destiné aux études de cinéma ou dans les écoles d'art. Je dirige un programme international qui s'appelle la manufacture de l'imaginaire, qui est destiné à aider les jeunes à mettre leurs idées en place quand ils veulent faire le métier des arts. Et j'étais assez étonné. Je sortais presque d'une distraction. J'avais pas vu ces pays sombrer complètement dans les bondiaiseries. Et j'ai découvert que chaque fois que j'ai parlé aux jeunes, ils s'est référé à la Bible. Il y a dans les conversations congolaises 3 livres qui reviennent souvent. La Bible, Machiavel et un livre qui s'appelle 48 machins de pouvoir. Et si vous regardez ça philosophiquement, je dis bien philosophiquement, excusez-moi si je peux titiller la foi de ceux qui ont le dogme, si vous regardez ces 3 livres philosophiquement, c'est des livres qui apprennent aux gens à faire du mal aux autres. Et c'est assez étonnant que ce soit le livre de chevet de Jeanne ici. Et j'avais coproduit un travail de recherche ici sur le gens de 40 ans pour leur demander juste quel était leur livre de chevet. Il y avait un roman qui revenait souvent, c'est Paulo Coelho, que je connais bien, mais qui est un formidable écrivain, mais un écrivain catholique, hein, qui est un peu enserré dans le dogme, et c'est son droit de voir les choses sous cet angle-là. Donc, on a du référentiel ici. Et je le dis en citant le professeur Massonsa parce que j'étais toujours étonné de voir que le Congolais était repoussé ses ancêtres. On lui dit dans ses églises que ses ancêtres sont des sorciers. Mais nous savons bien que l'ancêtre, c'est la contraction des êtres anciens, de ceux qui nous ont précédés. Mais ceux qui nous ont précédés, si nous regardons la Genèse, c'est ce que Dieu a créé. Parce que nous sommes la continuité de là d'où nous venons. Mais il y a une chose aussi qu'on a appris aux colonisés que nous sommes. Nous sommes peut-être le seul peuple à qui on a parlé de la préhistoire. Je suis un ancien étudiant des classes d'histoire. La préhistoire, c'est juste ce que le colonisateur dit aux colonisés. Vous existez que du moment où vous m'avez rencontré. Il n'y a que dans ces continents décolonisés où on enseigne la préhistoire. Alors que nous savons tous que l'histoire est une continuité linéaire. Mais on a dit aux colonisés, non, non, vous n'existez pas avant moi, parce que Diego Cao vous a découvert. Et nous avons intégré toutes ces choses-là qui nous ramènent souvent à un regard très péjoratif et dégradant de nous-mêmes. C'est là où intervient tous les questionnements de la philosophie, de l'imaginaire et de la représentation. Et j'en profite juste pour les questions d'avant. Notre pays prend des initiatives que nous abandonnons. Effectivement, je parlais ici des infrastructures culturelles. Nous avons dans ce continent 3 grands rendez-vous, entre autres, de lieux culturels qui sont estampillés panafricains.
Nous avons pour le cinéma le Festival panafricain de Ouagadougou qui se tient tous les 2 ans. Nous avons pour la musique le Festival panafricain de musique qui est à Brazzaville, le FESPAM. Et nous avons le marché panafricain des arts du spectacle qui est le Massa et qui est à Abidjan. Les 2 derniers ont été pensés dans ce pays. Et l'homme ancien que nous voulons chasser de ces pays, pour lui, les idées étaient des alibis d'enrichissement. Donc toutes ces idées sont parties ailleurs. Le FESPAM est à Brazzaville. Nous n'avons pas dans ces pays, demi-continent, un lieu de référent panafricain, que ce soit artistiquement ou intellectuellement. Parce que nous sommes ici aussi pour prendre le relais derrière le président Tshisekedi, et que moi j'ai eu cette chance, et je l'en remercie, de m'avoir appelé pour me demander comment allons-nous faire pour amener Patrice Lumumba à la maison. Et dans sa construction, dans sa pensée, il s'est dit, et là, Madame Makombo l'a bien dit, je l'appelle Madame, mais c'est aussi ma sœur, je le dis comme ça, le président a dit, mais qu'est-ce qui va rester de cette année où nous serons à l'Union africaine? Bon, la première tendance, c'est de lui dire, il va rester un homme congolais amélioré. Mais son idée, c'est de construire l'Institut panafricain Patrice Lumumba. À Lumumbaville, on a loi où Patrice Lumumba est né le 2 juillet 1925. Et je le dis ici, faisant un appel à vous, c'est une idée. Quand un leader émet une idée, il nous sied à nous de nous réunir pour en proposer le contenu. Une idée dite par un président, c'est un contenant. C'est à nous de mettre dans un contenant ce qui convient. Et cette idée de l'Institut d'études panafricaines, ce n'est pas une idée d'une université, mais c'est une idée d'un lieu de recherche. Je suis moi-même président de la bibliothèque Patrice Lumumba, qui est à Bruxelles, qui a une collection d'à peu près 120 000 livres, et nous cherchons par tous les moyens à les digitaliser, à partager le plus loin possible, mais à ramener ces livres physiquement dans notre pays. Donc il y a des initiatives, mais ce ne sont pas des initiatives du président. Le président, il donne une indication. Et moi, je fais appel à vous ici, je reste ouvert pour que nous puissions ensemble construire. Moi, je suis d'une formation de cinéaste, je ne suis pas un soliste. Je suis formé pour être un directeur qui s'appuie sur des spécialistes. Que va-t-il laisser dans un an? Donc, je vais un peu dans ce sens-là. Les idées sont sur la table et venons vers ces idées avec une mobilité. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait une mobilité de la pensée. Il faut aussi qu'il y ait une mobilité de volonté. Hein? À côté de la révolution de la raison, il faut une mobilité de la pensée. Je pense qu'il a dit ici par rapport à qu'est-ce que nous donnons aux jeunes, qu'est-ce que nous donnons en enseignants. C'est une mobilité. Et cette mobilité dans ce pays, elle manque de générosité. Quelqu'un me disait hier, dans un débat d'après-dîner, qu'au Congo, tout le monde se réclame de Dieu. Mais quand on voit ce qu'ils font, on se demande qu'est-ce qu'il reste au diable à faire. Donc, corrigeons ces paradigmes en le regardant droit en face, en nous disant qu'avons-nous fait de nous-mêmes. Mais que pouvons-nous faire dans notre programme aujourd'hui? Le programme Lumumba, ce n'est pas juste ramener le reste de Lumumba. C'est ramener aussi des archives, de la mémoire, mais ramener aussi du lien. Peut-être que les gens ne le savent pas beaucoup. Le terme crime contre l'humanité a été créé par un noir américain, George William Washington, qui, visitant Boma, il trouve des horreurs. Et écrit cette lettre célèbre, la lettre ouverte au roi des Belges, souverain de l'État indépendant du Congo, où il dit, messieurs, vous serez un jour accusés de crimes contre l'humanité. Et George William Washington sera empoisonné par les spires de Léopold II à son retour à Liverpool, où il rentrait à l'Ohio aux États-Unis. Nous avons dans ce pays le pasteur William Shepard, qui a fait connaître au monde entier le magnifique art Cuba, qui vivait dans le pays Cuba et que Léopold II aussi a attaqué en procès parce qu'il avait dénoncé les crimes de Léopold II. Tous ces gens-là, nous devons les honorer. Nous devons les relier à notre histoire.
Vous connaissez sûrement le grand écrivain américain Mark Twain, hein, pour ceux qui ont vu Huckleberry Finn et d'autres livres ou d'autres séries pour enfants. Mark Twain est l'écrivain qui est allé à la Maison Blanche pour dire au président américain « il faut arrêter votre soutien à Léopold II ». Et ça a été fait. Et c'est ça la force des écrivains. Les grands pays savent donner la place à l'intelligence. Vous voyez, Mark Twain va à la Maison Blanche dire au président « le Congo a besoin d'autre chose que des crimes de Léopold II. Il faut arrêter de soutenir Léopold II. » Et ça a été fait dans la semaine qui suivait. Léopold II perdant le soutien américain, ils ont sorti cette phrase de propagande qui aujourd'hui fait encore sourire quelques esprits intelligents que Léopold II a légué le Congo à la Belgique. Donc, je pense que quand on dit la diaspora des afro-descendants, il y a tout ça et nous pensons qu'il est grand temps que le Congo, qui est au cœur de l'Afrique, puisse renouer. L'ambassadeur de Cuba disait: nous n'avons pas besoin de célébrer la rumba. Nous avons besoin de réfléchir sur la route de la rumba. Mais qu'est-ce que c'est la route de la rumba? C'est la route qui amène les esclaves du Congo vers le Brésil, vers Haïti, vers Jamaïque, Barbados, Trinidad, Colombia, Cartagena et ailleurs. J'ai enseigné en Haïti. En Haïti, quand vous êtes Congolais, on vous appelle l'ancêtre. Avec beaucoup de respect. On vous appelle l'ancêtre. Mais parce que vous êtes l'ancêtre. Et de même qu'en Dominique. Ah, parce que l'ancien Haïti, c'est Dominique plus l'Haïti d'aujourd'hui. On vous appelle ancêtre avec beaucoup de respect. Et nous sommes encore, et le président Tshisekedi en est conscient, à donner à Haïti un petit strapontin à l'Union africaine d'observateurs. Alors qu'Haïti est une nation complètement et entièrement africaine. Et ça, je pense que nous en sortirons. Donc, je pense que la diaspora peut jouer ses rôles. Mais la diaspora congolaise aussi. Attention, je pense que quand on dit diaspora congolaise, on est souvent dans la polémique. Moi, je me sens congolais de l'étranger. Les termes diaspora me posent un peu beaucoup de problèmes parce qu'il y a aussi de la sociologie et de la culture à poser. Mais nous sommes un tout. Nous sommes un tout, nous devons nous appuyer sur les différences, nous devons nous appuyer sur notre riche diversité et ramener vers ces pays de nouvelles réponses à des anciennes questions. Je voudrais ajouter un témoignage concernant la diaspora. Oui. Nous sommes arrivés à New-Orléans, en Louisiane. Nous sommes arrivés, c'était la première fois que j'arrive là-bas. Je suis à l'hôtel. J'ai vu... Allô? Je suis à l'hôtel. J'ai vu deux filles qui nous servaient. Je regarde sur la poitrine, Chamala. Son nom. L'autre nom, Simba. Chimba. Mais je regarde la morphologie des Congolais. On peut dire les enfants, les esclaves. Je passe un temps, on me raconte qu'il y a Congo Square ici. Il y a une prison qu'on appelle Angola. Maintenant, je pose la question, comment c'est arrivé ici? On nous explique que Congo Square, quand les esclaves voulaient, comment dirais-je, se défouler, ils partaient chanter. C'est comme ça que cette place est restée Congo Square. Avant de partir, on a rencontré un jeune noir. Quand vous les voyez, quelle pauvreté. C'est comme au village chez nous, à New-Orléans. Et qu'est-ce que le noir m'a dit? Il dit, mon frère, quand on aura de l'argent, on va nous respecter. Et tant qu'on est pauvre, comme nous sommes là, on ne va pas nous respecter. Donc, j'ai pleuré cette image que j'ai eue en Amérique. Et quand je rentre ici chez nous, combien de Congolais connaissent que l'Amérique est notre patrie aussi? Combien? Combien de Congolais connaissent qu'il y a des Noirs américains qui viennent d'ici? Ils ne connaissent même pas. Mais le fond du problème est politique. Nos hommes politiques ne jouent pas les francs jeux. Je dirais ce sont des mercenaires. On ne peut pas comprendre qu'on soit dans ces pays avec une histoire douloureuse. Nos enfants ne connaissent pas l'histoire. Du jamais vu. Monsieur Leroux
était le dernier magistrat qui a jugé Patrice Lumumba. Monsieur Leroux, dont le fils est un ancien recteur de l'université de Louvain-la-Neuve, est arrivé au Congo après la guerre mondiale, il avait 24 ans. Et il arrive, il est licencié en droit, on le colle procureur. Et on lui dit, vous savez, ces gens n'ont pas d'émotion. Ces gens, c'est des nègres, ils ne pensent pas. Et puis, le premier matin, on vient le réveiller pour lui dire, vous savez, il faut aller voir un cas judiciaire parce qu'il y a un monsieur qui s'est pendu. Ben, lui dit, pour se pendre, il faut avoir de l'émotion. Pourquoi des gens sans émotion peuvent se pendre? Et il se rend au village, on lui dit, il s'est pendu parce que sa femme l'a quitté. Mais pour se pendre parce que votre femme vous a quitté, il faut avoir de l'émotion. Donc tout d'un coup, monsieur le roi commence à se poser des questions. Lui qui venait de vivre en Europe les horreurs de la guerre mondiale. Et je vais terminer sur l'histoire de monsieur Leroux. Donc monsieur Leroux, un jour, on vient lui dire, il y a un problème, il faut que vous soyez témoin parce que l'État colonial va acheter des terres. Donc monsieur Leroux prend son arropage, va s'asseoir avec le chef coutumier et l'administrateur de colonie qui vient pour acheter des terres. L'administrateur de colonie explique au chef qu'il va acheter des terres pour construire des maisons pour l'administration. Et le chef se fait interpréter par son fils. Et le chef dit, quelle terre ils veulent? Il dit, vos terres. Il dit, mais nous, on n'a pas de terre. Ben, comment vous n'avez pas de terre? Parce que nous, on n'a pas de terre. Nous, on n'est que des gardiens de terre de ceux qui viendront. On va lui vendre quelle terre? S'il veut nous donner son argent, nous allons prendre. Mais quand les propriétaires viendront, ils vont se battre. Parce que nous ne sommes que le gardien de ceux qui viendront. Et dans ces pays, on a perdu cette notion qui était derrière la loi Bakajika sur le foncier. On a agi et on agit sans regarder les ancêtres, sans regarder derrière. La terre congolaise n'est pas intervendable parce qu'elle n'appartient pas à celui qui met la signature. Elle appartient à celui qui n'est pas encore né. Et ça, c'est une notion fondamentale de notre être. Et cette notion, nous la perdons, et nous la perdons même d'une façon assez incroyable. Le nombre de problèmes que nous avons sur le foncier en tant qu'héritage. Comment on peut morceler la terre que vous a laissée votre père? Comment pouvez-vous effacer la mémoire de votre père en vendant ce qu'il vous a laissé? C'est-à-dire l'aveu le plus simple de l'incapacité à se réfléchir soi-même. Donc nous devons faire un grand effort de nous remettre en cause. C'est là où l'importance de la philosophie. Le mal congolais est que beaucoup d'élites congolaises n'ont pas étudié la philosophie. Non seulement la philosophie des Blancs, mais aussi la philosophie africaine. L'exemple de l'histoire, Cheikh Anta Diop, qu'on ne parle pas beaucoup à Seis, il avait publié un document sur l'industrialisation de l'Afrique. Depuis 60. Mais quand on parle d'industrialisation de l'Afrique maintenant, oh non, c'est la Banque mondiale et les Chinois. Vous voyez le problème? Oh, Cheikh Anta Diop a tout tracé. Les chefs d'État africains ne veulent pas citer le nom de Cheikh Anta Diop. Dès que vous citez, faites attention. Qui parle là? Les Européens. Parce que les Américains s'en foutent. Même les Britanniques, ils sont un peu très libres. Mais les Européens nous font la guerre. Ceux qui sont dans la salle transmettent les messages. On ne se laissera pas marcher sur les pieds cette fois-ci. Qu'ils comprennent, c'est un combat. Donc nous faisons ces conférences pour que notre jeunesse prenne conscience et se prépare à se battre. On ne fait pas ça. Vous serez esclaves des autres. Hier, c'était des Blancs. Demain, vous aurez les Chinois. Il faut comprendre que d'autres peuples risquent de nous envahir et nous dominer. Donc, préparez-vous, surtout à la jeunesse, mais il faut s'organiser. Parce que notre faiblesse, on vit tellement en désordre, à tous les niveaux. Il y a des Congolais, que ce soit en politique, ils arrivent en retard avec des explications. Donc, les problèmes, nous changeons l'élite. Il faut la changer. Et pour ça, il faut se battre. Maintenant, nous faisons quoi? On s'organise pour nous battre. Les soutenir pour que les projets aboutissent, tout en sachant que les ennemis du peuple sont là. On les connaît bien. Qui remettent notre histoire en cause. Quand vous voulez dire ça, ah non, Lumumba, il est mort pour la femme. C'est ça l'image qu'on donne. Mzee Kabila, il prenait la bière. Donc, il n'y a que ces clichés-là. Donc, les enfants perdent des repères.
Donc si nous ne faisons pas ce que nous faisons ici, on n'ira nulle part. Donc au lieu de se plaindre, il faut passer à l'action. On prend leur place. Parce qu'on ne peut pas laisser les médiocres nous marginaliser, nous maltraiter. Nous sommes intelligents, nous faisons par tous les moyens, on s'organise pour prendre leur place et nous changeons la société. Bonjour tout le monde. Je commence par remercier les éminents professeurs, spécialement Papa Mulumba, pour son invitation. Nous avions manqué à participer la fois passée dans la commission de balkanisation. Ce que nous voudrions amener ici, c'est l'expérience de terrain de notre formation. On est licencié en anglais et culture africaine et nous sommes en train de louer cette initiative de notre très cher président Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui arrive? Par rapport à tout ce qu'on vient d'ébaucher ici, je crois qu'il y a des choses qui valent la peine de se dire et de le faire. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de temps, mais tout ce qu'on a dit là, je me suis déjà fait l'auteur de ça dans cette ébauche que vous voyez ici. J'ai écrit tout ça pour relever les principaux problèmes qui sont à la base, même des groupes de tension dans notre pays. Il y a les instruments et les mécanismes juridiques internationaux. Qu'est-ce que nous vivons dans notre pays? Tout le monde est sans ignorer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous êtes d'accord avec moi? Toute la civilisation est née en Afrique. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions toujours être le reflet des copies-collées des autres cultures? Est-ce que nos ancêtres n'avaient pas un mode de vie que nous devons transmettre à la génération qui vient après nous? Est-ce que nous n'avons pas une pédagogie spécifique? Je prends à titre d'exemple, la sagesse africaine était mise dans de pensées cachées. Ça se transmettait sous forme de théâtre, ça se transmettait sous forme de danse, ça se transmettait sous forme de chansons et consorts. Est-ce que nos enfants ici connaissent des proverbes? Nous pouvons être tous louba. Et je peux dire à Papa Mulumba une pensée. Je peux reprendre, je donne ça, sans pour autant influer. J'ai dit, et pourquoi nous ne devons pas élever nos cornes? Nous voulons toujours les copier-coller des autres. L'Afrique a un mode de vie. Nous avons tout ce qu'il faut. Pourquoi l'attraction d'autres pays, même de ces soi-disant, je peux le dire ici, les Européens, toutes d'autres civilisations, pourquoi l'attraction au Congo? C'est puisqu'ils trouvent qu'il y a du pain sur les planchers, n'est-ce pas? Alors nous devons être fiers de ce que nous avons. Nous avons les atouts naturels, sol, sous-sol, faune, flore, culture, tout. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas concevoir une matière qui peut être comme une pédagogie de référence spécifique où tout le monde doit nous copier? Moi, je peux être fier que cela puisse se mettre en place. Cher éminent professeur, vous qui avez le privilège de vous approcher tout près du président de la République, vous lui dites qu'il y a des têtes qui sont dans les oubliettes. Il y a des têtes. Si je vous dis que j'ai exploré toute l'Afrique, j'étais de bout en bout. J'ai eu le privilège de travailler dans le système des Nations Unies comme assistant humanitaire. J'ai exploré, j'ai participé à des choses horribles. Même madame qui venait parler ici des choses, des viols et violences sexuelles. J'ai fait une mission avec madame Zeba de l'UNFPA dans la province de l'Équateur, à Songamboyo. Les choses que j'ai vues, vous n'avez pas l'idée. Et tout ça, on peut se transmettre. Où sont les hommes battants? Où sont les femmes battantes? Pour concevoir, mettre en place des mécanismes amis et à moyen, à court terme,
c'est qu'on peut dire les Quick Impact Projects, qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse manifester des projets capables d'aller vite, transmettre ce que nous avons aux autres. Qu'est-ce que nous attendons? Tout le monde se précipite sur la politique. Avoir les postes, avoir des titres, c'est bien bon, mais nous sommes en train de détruire notre nation. Est-ce que nous allons chanter des chansons de victoire sur des terres étrangères? Allons-nous devenir des esclaves éternels d'une politique qui est corrompue? Merci Dieu, puisque la Titanic vient de s'écrouler.